Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous commentons ensemble l'actualité avec aujourd'hui Anne-Laure Blin. Bonjour, vous êtes députée LR du Maine-et-Loire. Benjamin Cauchy, conseiller en communication politique. Bonjour. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et vous avez publié Le progrès est-il dangereux chez Humain Science. Il faudrait que quelqu'un baisse le retour qu'on a en écho. Je ne sais pas si c'est Patricia ou Arnaud. Non. Et Patricia Balme, présidente fondatrice de PBcom International. Bonjour Patricia, vous êtes également communicante. Évidemment, le jugement hier qui est tombé pour Nicolas Sarkozy, acharnement, justice politique ou au contraire procès équitable. On va évidemment en parler. Son avenir politique semble compliqué, bien qu'il ait fait appel, je le rappelle. Cette petite phrase d'Emmanuel Macron, comme ça, au détour d'une visite à Stein, à un jeune, oui, on en a encore pour 4 à 6 semaines de confinement, absolument ahurissant, sidérant. Arnaud nous dira en termes de communication politique, tout le monde attend, en a ras-le-bol, et cette petite phrase est prononcée comme ça, à l'emporte-pièce, dans un coin. Donc on en reparlera évidemment avec vous. Commençons par un tour de table de ce qui a retenu votre attention. Benjamin Cauchy, c'est un coup de cœur ? On vous entend pas. C'est un coup de cœur pour un jeune artiste français qui s'appelle Millezimka, qui a beaucoup de talent, qui est un rappeur, qui est originaire de Lyon et qui prend à contre-pied toute la grande tendance actuelle des rappeurs, qui est de soit taper sur les flics, soit taper sur l'État, soit taper sur la République, ou de mettre des jeunes femmes en bikini dans un clip qui est plutôt pas forcément la plus belle image qu'on peut avoir, en tout cas c'est pas la meilleure manière pour valoriser ce qu'est une femme. Et donc du coup, Millezimka est un artiste qui prend à contre-pied et qui dit que c'est peut-être mieux quand même d'aller travailler tous les matins dans un bureau que de vendre du shit au pied d'une cage d'escalier. Enfin bref, il a des paroles qui sont assez cash et ça fait du bien. Ça veut aussi dire que vous savez, dans les années 68, après 68, on a toute la gauche qui a investi le champ culturel, le monde culturel pour influer ses idées. Et bien finalement, il peut y avoir aussi un miracle du côté des républicains, des patriotes, des gens qui aiment leur pays, qui eux aussi investissent la culture. Donc pour moi, c'est plutôt un bon signe, en tout cas signe d'un rééquilibrage intéressant. Bon, écoutez, on peut en écouter un petit extrait. Je fais partie des 1% de rappeurs qui ne vendent pas de shit. Ouvre radicaux, il y a plein d'autres mots, tu verras, c'est magique. T'es assis sur une chaise et tu gagnes 10 000, j'hallucine. Alors que nous, on gagne 1002 en allant mourir à l'usine. C'est tellement la vérité qu'on va effectivement, les paroles sont très différentes. Alors je ne sais pas s'il aura un grand public. Écoutez, plusieurs millions de vues sur YouTube, sur TikTok. C'est un bon gars à suivre, allez-y. Bon, très bien. Arnaud Benedetti, coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule. Vous vous souvenez peut-être de cette jeune poétesse afro-américaine qui avait récité un poème lors de l'investiture de Joe Biden, Amanda Gorman, dont l'œuvre doit être traduite, ou une partie de l'œuvre doit être traduite aux Pays-Bas. Ouais. Et la traductrice va renoncer à traduire son œuvre ou son dernier recueil tout simplement parce qu'elle est blanche. En l'occurrence, il y a des pressions d'associations diverses et variées qui considèrent qu'une traductrice blanche ne peut pas, en effet, faire ce travail parce que, n'étant pas noire, elle ne peut pas comprendre la force de la poésie d'Amanda Gorman. J'ai envie de dire que, comme disait Camus, la bêtise insiste, en l'occurrence, elle insiste fortement en ce moment. On est face finalement à une offensive qui est une offensive qu'on appelle racialiste, mais qui est tout simplement raciste en l'occurrence, et qui essaye de s'insinuer dans tous les secteurs de la société. Bon, à l'université, on en a parlé, dans le politique et également dans le milieu culturel. Je trouve, en effet, si vous voulez, ce renoncement, le pire, c'est que la traductrice a renoncé, en l'occurrence, et que la maison d'édition renonce elle-même sous la pression de quelques minorités agissantes. Ça en dit donc quand même sur le climat intellectuel qui règne pas seulement en France, on le voit en l'occurrence, dans un certain nombre de sociétés occidentales. Donc
c'est en effet un coup de gueule, c'est aussi peut-être un cri d'alarme. Je trouve qu'il va falloir quand même à un moment donné réagir par rapport à ce type de comportements qui sont des comportements extrêmement inquiétants. Oui, alors la traductrice, l'autrice, maintenant, j'aime pas moi ce mot, dit « Je suis choquée par le tollé entourant mon implication dans la diffusion du message d'Amanda Gorman et je comprends les gens qui se sentent blessés par le choix de Mullenhof, la maison donc d'édition qui a décidé de trouver une autre équipe pour traduire cette œuvre. Oui, ce sont des incursions. Anne-Laure Blin, chacun, peut-être vous pouvez dire un mot, Anne-Laure. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. On est dans une phase politique où finalement on doit obéir au politiquement correct. Il y a un certain racisme qui devrait exister et puis en fait on en irait un autre. Et là on voit bien à quel point le racisme aussi anti-blanc existe et il ne faut pas le nier. Et ce genre d'attitude est clairement à dénoncer et il faut effectivement qu'on lutte contre toutes les formes de racisme, y compris contre les blancs. Oui, Patricia Balme. Moi je pense qu'il y a une Amérique divisée et que cette Amérique effectivement est séparée en deux avec un profond racisme, mais ça qui ne date pas d'hier, et on le sait à l'époque du Ku Klux Klan pour les Noirs et aujourd'hui avec une forme de racisme anti-blanc. Et je pense que ce racisme anti-blanc ou anti-noir divise l'Amérique et c'est une Amérique divisée et je pense que cela nous guette en France d'ici peu si ce n'est pas déjà le cas. C'est déjà le cas. L'éditeur Fayard a quant à lui annoncé à la mi-février que la chanteuse belgo-congolaise Lou Ndoyazuka a été mandatée pour la traduction française du recueil. Et oui, on y est confronté nous aussi. Ben on a malheureusement les racialistes, les communautaristes américains, anglo-saxons ont réussi à importer leurs problèmes. C'est aussi une des conséquences de la mondialisation. Voilà, tout simplement. Et puis il y a ce côté, enfin je reprends le titre du livre de Caroline Fourest, Génération offensée, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui peut être offensé et donc à l'aune de cette offense, on doit revoir l'histoire, on doit revoir la littérature, on doit revoir un certain nombre de choses et c'est très grave et très dangereux. Arnaud Benedetti. C'est un processus, juste Valérie, j'interviens. C'est un processus que l'on connaît bien dans l'histoire. Il s'agit de réécrire l'histoire, de faire table rase du passé. C'est exactement le type de processus qui est à l'origine de tous les régimes totalitaires. Tous les régimes totalitaires ont fonctionné ainsi. Donc on est face à une idéologie qui est une idéologie d'ordre totalitaire et il faut la nommer ainsi. Ce n'est rien d'autre que cela. Et en l'occurrence, on voit qu'elle progresse tous les jours parce que malgré finalement les mécanismes de résistance, les indignations que suscite ce type de procédés et de pratiques, on voit que finalement, un certain nombre, vous voyez, une maison d'édition qui se range à cette injonction pseudo-morale et qui donne quitus à ceux qui demandent à ce que ça soit une autre traductrice que la traductrice retenue pour traduire cette œuvre. Oui, mais le choix de la maison d'édition française va dans le même sens. Après, c'est très compliqué parce qu'on va nous dire mais à quel titre ce ne serait pas cette personne qui traduirait mais on peut imaginer qu'il y a une pression sociale, sociétale aujourd'hui sur tous ces sujets. C'est vrai que ça amène parfois à des situations complètement absurdes. On a vu l'histoire de Monsieur Patate la semaine dernière qui ne s'appellera plus Monsieur Patate, mais Tête de Patate, pour ne pas stigmatiser et genrer les patates. Voilà. Anne-Laure Blin, c'est un coup de cœur. Oui, moi c'est un coup de cœur sur un tout autre sujet. Un coup de cœur pour nos agriculteurs. Parce que, annuellement, nous sommes au Salon de l'Agriculture. Absolument. Et cette année, le Covid a eu raison de l'édition 2021 et donc nous ne nous retrouvons pas porte de Versailles avec l'ensemble de nos producteurs, de nos éleveurs et il n'y a pas cette vitrine finalement à Paris de la ruralité. Et moi, je suis d'un département très rural, d'une circonscription très rurale de Maine-et-Loire. Hier, j'étais dans une ferme parce que des agriculteurs ont pris l'initiative de faire venir les gens chez eux, plutôt que eux aillent à la rencontre des Français. Donc ils ont fait venir des élus, des Français à leur côté pour expliquer leur quotidien. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut que nous soutenions nos agriculteurs parce que la crise, le Covid a bien montré qu'ils étaient en première ligne pour nous nourrir au quotidien et c'est grâce à leur action, grâce à leur engagement et leur investissement au quotidien que nous arrivons encore à nous nourrir avec de bons produits, avec des produits locaux. Mais aussi, ça aurait pu être aussi un coup
coup de gueule finalement, parce que les polémiques, notamment celle de la semaine dernière d'un certain nombre d'élus qui veulent réduire les déjeuners à la cantine à finalement des luttes idéologiques et réduire finalement la consommation de nos enfants simplement à des plats végétariens. Voilà, c'est aussi un coup de cœur pour ces agriculteurs qui se battent pour notre nourriture et notre agriculture pour un bien-être et une défense de la biodiversité aussi. Et nos éleveurs ont vraiment besoin qu'on les soutienne au quotidien. Oui, c'est vrai qu'on était tous les ans au Salon de l'Agriculture. Sud Radio avait un stand, comme beaucoup de médias. Et donc ça va être, il va y avoir des happenings, des fermes qui vont ouvrir. Mais c'est vrai, les fermes ouvrent et puis ne les oublions pas parce qu'il n'y a pas le Salon de l'Agriculture. C'est ça, ils sont là tous les jours pour nous. Absolument. Alors on va marquer une petite pause et puis on va se retrouver dans un instant, Patricia, avec votre coup de gueule qui a trait également avec notre sujet majeur principal, la condamnation de Nicolas Sarkozy, condamnation à 2 ans de prison, dont 1 an ferme, et décision dont... Pardon ? 3 ans, pardon, 3 ans, effectivement, excusez-moi. Et il a fait appel de cette décision. On va y revenir, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, avec Patricia Balme, communicante, présidente fondatrice de PBcom International, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique, Benjamin Cauchy, conseiller en communication politique, et Anne-Laure Blin, députée LR du Maine-et-Loire. Donc Nicolas Sarkozy, condamné hier à 3 ans de prison, dont 1 ferme. On va revenir évidemment sur cette condamnation. Son avocat Thierry Herzog, également condamné, des sanctions jugées extrêmement sévères par les uns. D'autres estiment que ce n'est que justice. On va en parler, on va en débattre, parce qu'on a le droit de commenter une décision de justice, ainsi que Gilbert Azibert, donc le magistrat qui est censé faire partie de ce pacte de corruption. Patricia Balme, c'est un coup de gueule en lien avec cette condamnation hier. Oui, alors hier, il y a tous ceux qui se sont réjouis de cette sanction, de ce verdict prononcé par les juges. Mais en particulier, j'ai entendu sur BFM TV Jean-Christophe Picard, qui est l'ancien président d'Anticor. Anticor, je rappelle que c'est une officine anticorruption, mais c'est aussi une officine gauchiste qui vise généralement les élus de droite, on peut le dire. Alors, dans tout ce qu'il a dit comme horreur en direct sur BFM, il a dit notamment qu'il était normal qu'une condamnation tombe avant une élection, ce qui m'a étonné. Ouais. Il a été aussi déçu qu'il n'ait pas été condamné à une peine d'inéligibilité. Je rappelle à ce monsieur qui, pour autant est magistrat, que si Nicolas Sarkozy était condamné en dernière instance, il aurait un casier judiciaire et qu'on ne peut pas se présenter à une élection présidentielle lorsqu'on a un casier judiciaire. Mais j'ai entendu surtout qu'il a trouvé que la peine n'était pas assez sévère. Donc, entre parenthèses, Jean-Christophe Picard, ancien président d'Anticor, qui a démissionné d'Anticor pour se présenter au municipal de Nice sur une liste écologiste, fait aujourd'hui de la politique. Ce que je veux dire en citant cet exemple, Valérie, c'est que on peut commenter une décision, être d'accord ou pas d'accord, mais se réjouir qu'un ancien président de la République, qui justement, et contrairement à ce qui a été dit, n'est pas injusticiable comme un autre, ait été condamné sur des faits, et je pense qu'on va y revenir, qui ne sont pas avérés. Et là, moi, je voudrais citer aussi au passage ce qu'a dit la présidente du tribunal. Et si vous permettez, je vais lire la phrase exacte qu'elle a dit. Il s'est servi de son statut d'ancien président de la République et des relations politiques et diplomatiques qu'il a tissées alors qu'il était en exercice pour gratifier un magistrat ayant servi son intérêt personnel. Je rappelle que Nicolas Sarkozy n'a pas demandé à Monaco, et la principauté de Monaco l'a dit publiquement, de promouvoir Gilbert Azibert pour un poste à Monaco. Donc, on a condamné quelqu'un hier et qui a fait appel, donc il est sous la présomption d'innocence. On a condamné quelqu'un, et je ne parle même pas de l'ancien président de la République, on a condamné quelqu'un qui n'a pas commis les faits dont on l'accuse. Donc voilà le début de mon préambule à ce débat que vous avez choisi d'initier. Oui, c'est effectivement, on le rappelle, c'est la première fois qu'un président de la République
Enfin, il y a eu Jacques Chirac, évidemment, mais qui avait quitté toute activité politique quand il a été condamné. Une condamnation sévère, encore une fois, pour les uns. D'autres estiment que c'est injusticiable comme un autre. C'est un petit peu peut-être le débat. Et effectivement, sur le fondement, j'entendais Maître Temim ce matin, sur le fondement même de ce qui a été fait, vous dites que ce n'est pas constitué. Certains disent que quand il y a eu l'intention de le faire, c'est la même chose. Alors, tout le débat peut-être là-dessus, Benjamin Cauchy. Oui, enfin, c'est un petit peu facile de dire on va vous arrêter parce que je pense que vous allez traverser la route alors que c'était pas permis, que le feu était rouge. C'est quand même un peu compliqué. Moi, je trouve que le jugement est sévère. J'ai écouté un petit peu hier les réquisitions, enfin, en tout cas les attendus du tribunal. Il parlait. Un pacte de corruption a été établi, mais je n'ai pas entendu dire la culpabilité a été établie. On parle de faisceau d'indices, mais on ne parle pas de preuves. Donc je ne suis pas ni juriste et pas forcément un aficionados des histoires judiciaires de Nicolas Sarkozy. Mais quoi qu'il en soit, ça me semble un peu léger. Et puis le deuxième point qui me semble attelé à la sévérité de la condamnation, c'est que au regard du fait qu'ils aient été président de la République ou grand avocat, la peine serait plus sévère qu'un autre justiciable. Et moi j'ai envie de vous dire, mais les Français ils ne veulent pas qu'on juge plus ou moins sévèrement les Français en fonction de leur origine sociale ou de leur activité professionnelle, mais qu'on les juge au regard de la loi. Et donc à ces doubles titres, je trouve que la sanction est sévère et que ça risque de transformer le chat noir de la droite en martyr de la droite. Oui. Anne-Laure Blin. Oui, non mais effectivement, depuis hier, on entend les commentaires des uns et des autres. On sait très bien que Nicolas Sarkozy a toujours dérangé. Parce que Nicolas Sarkozy, c'est un homme d'État. C'est un président de la République qui a fait de grandes choses durant son quinquennat. Et effectivement, pour l'empêcher de revenir, parce que certains ne veulent pas qu'il revienne, on trouve tous les moyens. Et donc on donne de quoi discuter autour de telle procédure et telle autre, et effectivement le jugement d'hier donne matière à commentaires. Sur la condamnation, moi je suis parfaitement d'accord, je pense à titre personnel qu'elle est bien trop lourde. Mais elle est surtout lourde, pas tellement à l'égard de Nicolas Sarkozy, mais elle est lourde parce que lourde de conséquences. Le fonctionnement de notre justice aujourd'hui est devenu très compliqué, très illisible pour les Français. Et là, dans ce jugement, on voit, et moi je suis juriste, c'est là où ça aussi ça me choque, on voit qu'il y a une inversion et un changement notoire dans finalement le fonctionnement du droit. Et on n'a pas tenu compte de la règle existante et du droit positif, mais on a tenu compte de sa personnalité. Et c'est là où c'est vraiment dangereux. Et quand on regarde le jugement, on voit qu'il s'agit finalement de communication qui aurait eu lieu entre Nicolas Sarkozy et son avocat. Et ça, moi, ça me choque parce qu'aujourd'hui, il y a un sacro-saint principe qui date de 1971, la confidentialité, le secret professionnel de l'échange de tout citoyen avec son avocat. Et si demain, parce que ce jugement a eu lieu, et je l'espère, parce que Nicolas Sarkozy a fait appel, il sera nul et non avenu, mais s'il venait à être confirmé, ce serait dramatique pour tout un chacun qui demain devrait communiquer avec son avocat et donc pourrait se voir utiliser contre lui-même des communications avec l'auxiliaire de justice qui est là pour le défendre. Alors, Nicolas Sarkozy avait dit s'il y avait eu un pacte, j'aurais été plus insistant. C'est ce qu'il avait dit lors de son audition devant le tribunal. Son avocat avait plaidé la relaxe face à un désert de preuves et surtout plaidé pour que ses écoutes ne soient pas prises en compte. Exactement. C'est illégal. Oui, Patricia. Et puis après, Patricia Ban. Je voudrais juste revenir sur le début de cette affaire. Je rappelle que cette affaire a été diligentée par le parquet national financier, créé par François Hollande, suite à l'affaire Cahuzac. Mais enfin, on sait aussi, et là j'ouvre une petite parenthèse, que Nicolas Sarkozy a été l'obsession de François Hollande pendant 5 ans. Je ferme cette parenthèse. Mais allons jusqu'au bout de l'absurde. Cette affaire Azibert, et les écoutes qui ont été mises en place par le PNF étaient dans le cadre de l'affaire libyenne. Le PNF s'appelle le Parquet national financier. Qu'est-ce que l'affaire Azibert a à voir avec une affaire financière? Et quand le PNF passe le dossier,
et c'est là où il y a un problème juridique important, c'est qu'en fait, cette affaire Azibert n'a rien à voir avec une question de corruption financière, ce qui était, je le rappelle, le cas de l'affaire Cahuzac. Ouais. Donc, on s'est servi d'une affaire, c'était les écoutes dans l'affaire libyenne, pour dévier sur une fadette qui tout d'un coup a été mise à part et qui est celle de l'affaire Azibert, qui n'est pas une affaire, puisque Nicolas Sarkozy, je le rappelle, n'a jamais demandé la promotion de Gilbert Azibert. Et deuxième chose, ce qui vient d'être dit, c'est que, en effet, c'est une violation du secret professionnel entre un avocat et son client. Et je rappelle qu'aujourd'hui, bon nombre de journalistes, bon nombre de juristes et d'hommes et de femmes politiques se servent de certains moyens de communication qui s'appellent WhatsApp, Signal, Telegram, pour avoir des conversations secrètes. Oui. À l'époque, effectivement, lorsque Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog prennent des téléphones pour avoir des conversations secrètes, ce qui est normal entre un avocat et son client, c'est parce qu'à l'époque, on n'utilisait pas WhatsApp, on n'utilisait pas Signal ou Telegram. Et aujourd'hui, va-t-on nous condamner ? Va-t-on condamner des journalistes et des hommes politiques parce qu'ils utilisent des téléphones comme WhatsApp ou Signal ? Et c'est là où le bas blesse. Alors, le secret entre un avocat et son client n'est pas intangible selon la Cour si les conversations contiennent intrinsèquement des indices d'une participation à des infractions pénales. C'est ce qu'a dit la Cour. On y revient dans un instant. Arnaud Benedetti, vous aurez la parole au retour. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous commentons l'actualité. L'actualité, c'est cette condamnation de l'ancien président Nicolas Sarkozy à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 ferme. Son ami et avocat Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert ont été condamnés à la même peine. Ils ont fait appel. À signaler que Thierry Herzog, en plus, a eu une interdiction d'exercer pendant 5 ans. Considérée donc comme une peine extrêmement lourde par ses défenseurs. Arnaud Benedetti, je vous donne la parole. Cette peine, acharnement ou justiciable comme un autre ? Manifestement, il y a quand même déjà un souci à la base, ça a été dit par plusieurs d'entre nous autour de cette table, c'est que le procédé qui consiste quand même, qu'on le veuille ou non, à écouter une conversation entre un client et son avocat est un processus qui est fondamentalement vicié. Le secret, quoi qu'en dise la Cour, dans son rendu et dans l'exposé de ses motifs, entre un justiciable et son avocat, comme les droits de la défense, c'est une matière d'ordre public, en l'occurrence. Donc il y a eu explicitement, d'une certaine manière, une violation de cette matière. Donc si vous voulez, la cause racine qui a conduit Nicolas Sarkozy devant les juges pose en elle-même déjà un premier problème. Ça, c'est une chose. Deuxième point, c'est de notoriété publique que les relations entre Nicolas Sarkozy et une partie de la magistrature, une partie de l'autorité judiciaire. Et d'ailleurs, il faut parler d'autorité judiciaire et non de pouvoir judiciaire. L'appareil judiciaire, c'est une autorité, ce n'est pas un pouvoir, en l'occurrence. Et sont des relations qui sont, on le sait, tendues depuis maintenant un certain nombre de temps. Moi, je crois que Nicolas Sarkozy paye vraisemblablement le fait qu'il a eu aussi une communication politique juste après ce procès, souvenons-nous, lorsqu'il s'est entretenu avec Rutel Krief sur BFM, il a eu des mots qui étaient extrêmement durs et parfois, me semble-t-il, assez fondés concernant en tout cas la façon dont un certain nombre de magistrats conçoivent leur mission, et que cette prise de position, cette communication en l'occurrence, n'a certainement pas arrangé, disons, sa situation sur le plan judiciaire dans sa relation avec les magistrats. Troisième point.
C'est grave. Oui, c'est grave. Oui, mais c'est grave, mais c'est ainsi. Je crois Alors, ça a été démenti par le procureur général du PNF. Troisièmement, le troisième point important, moi je pense que c'est un verdict qui vise à préserver politiquement une instance qui est au cœur aujourd'hui de nombreuses controverses, qui est le PNF, le parquet national financier. En l'occurrence, on a quand même assisté, il y a 5 ans de cela, à l'intervention du parquet national financier en pleine campagne électorale. Ça veut dire que l'autorité judiciaire a considéré qu'elle pouvait intervenir dans le déroulé d'une campagne électorale qui était absolument essentielle pour le pays et pour son avenir, donc sortant d'une certaine manière de son rôle, en l'occurrence, et détournant le cours politique des choses. Je crois qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, si vous voulez, entre quand même l'exercice de cette autorité judiciaire dans sa relation avec le politique. Et le vrai, et si vous voulez, la vraie suspicion aujourd'hui qui pèse sur ce verdict, c'est que, en effet, il y a eu une forme d'instrumentalisation politique de la justice pour éliminer un acteur politique. Alors ensuite, moi je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a quelque chose quand même de très étonnant aujourd'hui, c'est que le bras de la justice tombe plus lourdement d'un côté que d'un autre aussi. C'est quand même quelque chose qu'il faut aussi constater. On voit qu'il y a un certain nombre d'affaires qui, par contre, mettent beaucoup plus de temps à arriver à maturation. Là, en ce qui concerne manifestement les anciens leaders des Républicains, il y a une célérité et une sévérité que chacun s'accorde à reconnaître. Oui. Alors, Pierre, Patricia, pardon. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Arnaud Benedetti et poser la question, est-ce que l'autorité judiciaire ne s'est-elle pas transformée en pouvoir judiciaire et en pouvoir des juges pour faire et défaire la vie politique et prendre en main finalement le calendrier électoral de ce pays? J'ajouterais, est-ce que aujourd'hui la justice n'est-elle pas le 5e pouvoir? Parce que le 4e pouvoir, c'était censé être la presse. Maintenant, concernant la lenteur de la justice, il y a quand même une lenteur à 2 vitesses, ou une vitesse étonnante. Dans l'affaire Fillon, ça a été très rapide. Très rapide, il y avait une élection à la clé, et c'était en un mois, l'affaire a été bouclée, si je puis dire. Et là, ça fait 7 ans que l'on est sur cette affaire des écoutes du PNF. Et aujourd'hui, on sait que la procédure d'appel peut durer entre 12 et 18 mois. Je rappelle que dans 14 mois, il y a une élection présidentielle. Donc, la justice aujourd'hui va tenir en main le calendrier politique de ce pays. Voilà ce que c'est, et c'est important de le dire. On a un auditeur en ligne qui voulait réagir, parce que c'est vrai que ce matin, c'est pas un débat très équilibré, puisque tout le monde soutient d'une certaine manière Nicolas Sarkozy, ou en tout cas trouve que cette condamnation est pour le moins étonnante et sévère. Yves de Toulouse est en ligne avec nous. Bonjour Yves. Oui, bonjour, c'est de radio. Bonjour. Voilà, j'écoute avec pas mal de, pas de déférence, mais... Oui, bon, voilà. Alors, ce n'est pas en affirmant des contre-vérités totales qu'on rétablit une vérité. Voilà, ça c'est un premier, et chacun comprendra très bien ce que je veux dire. Deuxièmement, ce que je viens d'entendre me stupéfait. On dit que l'affaire date de 7 ans, on dit qu'elle tombe juste pendant les élections, et puis, mais en France, il faudrait dire qu'en France, on peut faire recours, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire durer très longtemps. Si, mettons, les personnes ne veulent pas que cela dure, ils ne font pas de recours, ils sont jugés comme un voleur de mobilette, est jugé le même jour et est emprisonné le même jour. Il peut faire appel aussi. Il peut faire appel, tout le monde peut faire appel à la même chose. Le recours, c'est appel. Il faut bien comprendre. Troisièmement, ce qui a été dit à la fin, mais au début, la justice n'est pas un pouvoir, la justice est une autorité judiciaire. Ça n'a rien à voir. Dans les textes.
une petite précision, la justice fait les élections. C'est totalement faux, car la justice sur ce problème-là aurait pu donner une inéligibilité à M. Sarkozy. Mais non, elle ne l'a pas fait. Oui, mais c'est ce que... Sarkozy, juste, attendez, il faudrait juste que vous... Attendez, juste une petite précision. Il faudrait déjà que vous coupiez votre haut-parleur de téléphone, parce que ça résonne beaucoup. J'ai un téléphone très ancien, excusez-moi. D'accord, bon, ça passait mal. Juste, ce que Patricia Ball m'a dit au début, c'est que l'inéligibilité, elle est de fait, quand on est condamné, on ne peut pas se représenter. Non, mais si. elle n'est pas de fait. Mais si. Non, elle n'a pas été demandée. Quand on a un casier judiciaire, on ne se présente pas à l'élection. Non, elle n'a pas été demandée. Elle n'a pas été demandée. Elle n'a pas été demandée, donc elle n'est pas de fait. Il ne faut pas confondre. Je vous rappelle que s'il est condamné en dernière instance, il ne peut pas se présenter à une élection présidentielle parce qu'il aura un casier judiciaire. C'est ce que j'ai voulu dire. Oui, alors allez-y Yves. Oui. Deuxièmement, on confond encore deux choses extraordinaires. On dit le PNF a été fait par M. Hollande contre... Oui, mais non, ce n'est pas le PNF qui juge, ce que je sache. C'est le tribunal correctionnel. Il ne faut pas dire des contre-vérités pour dire des vérités. C'est totalement faux. C'est un tribunal correctionnel qui juge le cas. Un point, c'est tout. Voilà. Oui, mais le reste, c'est la justice. La justice en France, elle est ce qu'elle est, mais elle est pour tout le monde pareil. Elle n'est pas pour... Oui, une auditrice nous rappelle le mur des cons, c'est-à-dire qu'un juge n'est pas forcément tout le temps intransigeant et n'a pas tout le temps... n'est pas exempt de politique. Comme tout le monde en France, Bien sûr. Tout le monde est pareil. Oui, mais un homme, c'est un humain. Mais on s'aperçoit quand même... Voilà, vous avez répondu. Très bien. Je voulais simplement vous dire... contre les autres, ça n'existe pas. Alors, Anne-Laure Blin veut vous répondre. Simplement vous dire une petite chose, en tant que député, donc politique, il ne s'agit absolument pas de demander une quelconque immunité ou un quelconque régime de faveur parce qu'on est politique. Simplement, quand vous dites, et effectivement, vous avez raison, selon les textes, la justice est une autorité, mais on voit bien qu'effectivement, aujourd'hui, la justice fonctionne mal. Et on ne peut pas admettre, et il ne s'agit pas de défendre là plus ou moins Nicolas Sarkozy, mais simplement de dire, la justice doit rendre le droit. Et il faut que tout justiciable, quel qu'il soit, ait une décision de justice conforme au droit en vigueur selon les textes qui ont été votés, et notamment par le Parlement. Et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'il y a une justice à deux vitesses et que malheureusement la justice du quotidien n'est pas véritablement rendue comme les Français pourraient l'attendre. Et donc aujourd'hui, on se focalise sur la décision de justice rendue à l'égard d'un ancien président de la République, avec un certain nombre d'arguments et notamment de faits, notamment concernant les preuves qui n'existent pas et en tout cas qui ont été mises en avant par son avocat. Et donc c'est là où on peut s'interroger sur la teneur de cette décision de justice. Mais encore une fois, il faut que la justice soit faite pour tout le monde et qu'au quotidien, lorsque nous avons une délinquance sur le terrain, dans nos communes, dans les territoires, il y ait aussi des décisions de justice qui soient sévères avec les délinquants du quotidien. Et ça, un certain nombre d'élus locaux vous le diront, me le disent fréquemment lorsque je vais dans les communes de ma circonscription, que la justice soit rendue pour justement mettre fin à toute cette délinquance sur les territoires et notamment assure la sécurité des Français. Et je crois que c'est vraiment le rôle que doit avoir la justice et ne doit pas avoir, au contraire, un rôle de censeur politique en fonction d'une ou l'autre des échéances électorales que nous pouvons avoir. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous et on continue ce débat 0826 300 300 si vous voulez réagir et prendre le contre-pied effectivement du débat d'aujourd'hui. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour débattre. Nous parlons de la condamnation hier de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, de son avocat Thierry Herzog et de l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. Ils ont tous les trois fait appel de cette décision, de cette condamnation, donc à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme. On a Eliette en ligne qui voulait réagir. Bonjour Eliette. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Bonjour. Je réagis un peu à tout ce dont on a parlé sur ce procès Sarkozy. Je me pose des questions parce que
Je me rends compte qu'il y a eu une affaire Ferrand dont on n'entend plus parler, il y a eu une affaire Bayrou dont on n'entend plus parler, une affaire Benalla dont on n'entend plus parler. Voilà, alors moi j'ai 80 ans, j'avais très confiance en la justice. Ma confiance s'est arrêtée le jour où on a parlé du mur des cons. Oui. Voilà, oui. Déjà là, je me suis imaginé que voilà, c'était pas juste, parce que je crois savoir que dans la liste du mur des cons, il y avait un père qui avait perdu sa fille, dans des circonstances dont je ne me rappelle plus. Voilà. Il avait été assassiné dans les transports publics. Il y a eu l'affaire aussi où bon, il y a eu des effets secondaires terribles, et ce juge il a pas été licencié, il a été déplacé. Voilà, donc c'est des questions que je me pose et j'aimerais bien en avoir des réponses. Oui. Mais Madame Patricia Balme. Madame, derrière vos propos, il y a une question qui se pose et que vous n'avez pas posée, mais qui va de soi. Est-ce que la justice est de droite ou de gauche ? Et c'est ça ce que vous venez de dire. Elle devrait pas. Parce qu'en fait, est-ce qu'il y a une justice à deux vitesses pour les uns et pour les autres ? Moi, je ne peux pas répondre à la question, j'ai ma petite idée, mais je ne peux pas vraiment répondre à la question. Ouais. Ce qu'il faut dire simplement, c'est qu'on parle depuis hier d'acharnement, et je pense qu'il y a un acharnement, parce que si on déroule toutes les affaires judiciaires, entre guillemets, de Nicolas Sarkozy, ça part déjà de l'époque de Clearstream à nos jours. Donc ça fait des années. Et moi, je crois aussi que dans cette affaire d'hier, on a choisi de mettre le doigt sur un fait qui n'a pas eu lieu, je le rappelle. Et dans la première audience, la toute première audience, Nicolas Sarkozy s'adresse à la présidente et dit la chose suivante. Madame, toute ma vie, ça a été de donner des coups de pouce. Et en effet, qui ne donne pas de coups de pouce? Je pense que le président Hollande, le président Macron, le président Chirac et Mitterrand et tous, on est venu leur demander des services. Aujourd'hui, lorsque Nicolas Sarkozy reçoit dans son bureau, des gens viennent lui demander des services et des coups de pouce. Donc, je pense que là, on est effectivement sur une justice qui n'est peut-être pas de droite. C'est ce que quelqu'un me disait hier, qui connaît bien les cabinets ministériels et qui dit on passe notre temps, enfin vous qui êtes député aussi, à aider des gens à rendre des services. Bon là, c'est un peu particulier. Ce qu'on dit également sur cette décision, c'est que la justice, les juges ont voulu éviter aussi une crise de la justice. On l'a évoqué en début d'émission sur le PNF qui est extrêmement remis en question. On aura notre ami demain, Régis de Castelnau, qui a écrit un livre sur cette justice politique. Et puis oui, s'assurer que Sarko ne soit pas le recours en 2022. Mais il y avait effectivement cette mise en cause du PNF et ils sont jugés par, ce sont leurs pairs qui les soutiennent. Hein. Oui, Arnaud Benedetti. Oui. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la motivation du jugement quand on lit. Il parle d'un faisceau d'indices concordants. Mais qu'est-ce que c'est qu'un indice ? Un indice, c'est quelque chose qui est apparent et c'est quelque chose qui est probable. Une apparence n'est pas forcément la réalité et la probabilité n'est pas forcément la vérité. Ça veut dire que la façon dont ils construisent leur raisonnement, in fine, débouche sur le fait que c'est leur intime conviction qui légitime le jugement qu'ils rendent. Ouais. Moi, je suis très gêné, je veux dire, à partir du moment où c'est une intime conviction qui repose sur un appareil de preuve qui est extrêmement faible, en l'occurrence, puisqu'on parle d'indices, mais d'indices, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui reste extrêmement fragile. Je trouve que la proportionnalité de la peine me paraît extrêmement disproportionnée, si je puis dire. Donc il y a une faiblesse dans le raisonnement des magistrats qui fait qu'à mon avis, quand même, si on prend un peu de recul et si on s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire dans la procédure d'appel que vient d'interjeter l'ancien président de la République, on peut penser quand même que la cour d'appel, qui est une cour en général très souvent de décompression par rapport à la première instance, révise pour partie le verdict qui a été celui du tribunal correctionnel hier. Alors, je voulais juste vous citer l'éditorial de Nicolas Bétou dans l'Opinion. Son titre, c'est « Il faut craindre d'être puissant
impuissant face au juge. Et à un moment, il dit que ces réquisitions d'une grande sévérité aient été suivies par le tribunal ne démontrent pas que le PNF, Parquet national financier, était fondé à se comporter ainsi, mais seulement que les magistrats s'épaulent entre eux. C'est un éditorial. Il dit on ressent un malaise. Alors évidemment, c'est plutôt la droite qui soutient Nicolas Sarkozy, mais ce sont des intérêts politiques et professionnels qui sont constamment dans cette balance. Mais la question intervient effectivement après la condamnation, le jugement de Nicolas Sarkozy, mais en tant que responsable politique, en tant qu'élu, on devrait avoir tous, de droite comme de gauche, avoir véritablement ce souhait de voir notre justice fonctionner. Et il faut effectivement qu'il y ait une grande réforme de la justice, mais que cette réforme, elle soit votée par la totalité du Parlement. Par au moins les 3/5, peut-être en congrès. Il faut qu'il y ait une grande réforme qui soit vraiment menée par tout le monde. Et effectivement, ce que vous dites, c'est un esprit de corps. Ouais. Et on s'aperçoit bien aussi que les modalités de formation, de recrutement de nos magistrats fait qu'effectivement ils s'épaulent entre eux. Il faut ouvrir les recrutements. Et il y a déjà des voies qui s'ouvrent petit à petit, mais il faut permettre à d'autres secteurs professionnels du droit d'intégrer la magistrature pour éviter cet esprit de corps et cette protection qui finalement, effectivement, gangrène tout le fonctionnement de la justice. Patricia Balm, je vous ai coupé la parole. Non, mais ce que je voulais simplement dire, et sur la conséquence du verdict d'hier, et on verra ce qui se passera en appel, puis en troisième instance s'il y en a une. C'est simplement que finalement les juges, sans le vouloir, vont parvenir à faire de Nicolas Sarkozy une victime, voire un martyr. Et j'ai entendu hier des responsables politiques de tous bords. Bon, je ne vais pas parler de l'extrême gauche et de ce que j'appellerais les médiapartistes, mais j'ai compris hier que finalement il était soutenu par beaucoup de personnalités politiques qui n'étaient pas forcément de son bord. Et là, en effet, tous les politiques, en règle générale, commencent à se méfier et à douter de la justice. Et je reviens à ce que je disais en préambule, c'est que faire de Nicolas Sarkozy une victime, voire un martyr, ce n'était peut-être pas forcément le dessein des juges au départ. Et ça risque de se retourner contre eux. Sauf que ce sont eux qui ont son destin entre leurs mains. Et que cet appel est aussi risqué, parce qu'en appel, on peut prendre une condamnation plus lourde. Arnaud Benedetti. Exact. En général, l'appel atténue. Pas toujours. C'est plutôt l'expérience. Le jugement de première instance. Je suis moins sûr que Patricia sur la perception qu'une partie de l'opinion publique pourrait avoir de la condamnation de Nicolas Sarkozy. Quoi qu'on en pense, Nicolas Sarkozy, c'est une personnalité qui est une personnalité quand même très clivante aussi. Alors, il a en effet une aura qui fait qu'il y a une adhésion, notamment dans le cœur de l'électorat républicain, qui reste extrêmement forte, mais il a aussi, j'allais dire, créé ses propres terrains allergiques autour de d'une partie de l'opinion publique. Et il suffit d'ailleurs de regarder aussi les réactions qui ne viennent pas seulement de l'extrême gauche, mais aussi d'une partie de la gauche, et parfois d'une gauche très modérée quant à ce verdict. On voit que il n'y a pas quand même une unanimité, même si on doit aujourd'hui se poser la question sur la façon dont ce verdict a été rendu. Un autre point qui me paraît important, c'est la séparation des pouvoirs. Juste un point. Et je partage complètement le diagnostic qui est fait sur le corporatisme. Vous savez, Montesquieu disait la séparation des pouvoirs, c'est quelque chose d'absolument essentiel, mais il ne faut pas que les sociologies soient les mêmes, en l'occurrence. Et c'est bien ce à quoi on assiste avec la sociologie aujourd'hui, qui est la sociologie de la magistrature, c'est qu'il y a une endogamie qui est telle que sa remise en cause crée tout de suite, disons, une défense de type corporatiste, c'est-à-dire qu'il faut en effet ouvrir large les fenêtres du recrutement. Oui, c'est ce que disait Anne-Laure Blin-Marine Le Pen ce matin. Elle disait qu'elle ne souhaite pas que les magistrats fassent la primaire de la présidentielle. Oui, Benjamin Cauchy. Oui, moi c'est surtout ça qui m'interpelle sur le dossier Sarkozy. La destinée judiciaire Nicolas Sarkozy, entre guillemets, m'importe peu. Je pense que les Français, c'est pareil. En revanche, ce que cela veut dire, cette première instance hier et l'appel qui va durer peut-être jusqu'à 18 mois, rend complètement caduque la possibilité pour Nicolas Sarkozy d'être candidat de la droite républicaine aux prochaines élections présidentielles.
présidentielle de 2022, semble-t-il. Mais c'est devenu une... Donc à partir de ce moment-là, ça crée quand même un petit remue-ménage au sein des Républicains. Non, pas du tout. C'est une réalité, Madame la députée. Pas du tout, on sent quand même que les égos... Nicolas Sarkozy n'a jamais émis le souhait de revenir. Oui, mais on parle beaucoup pour lui, mais lui n'a absolument jamais rien dit. D'accord, donc il n'est absolument pas perçu comme une sorte de messie chez les Républicains pour... Un ancien président de la République qui, effectivement, a porté la France pendant 5 ans. Non, mais ça, on est d'accord. Effectivement, pendant 5 ans, on a décrié son action parce qu'il a fait part d'un certain nombre de difficultés qu'il a tenté de résoudre, mais... Je rappelle quand même que pendant tout son quinquennat, on a traversé une crise énorme que tout le monde niait à l'époque, qui fait qu'effectivement, il a sauvé la France de cette crise, mais qu'il n'a pas pu mener peut-être les réformes dont on lui a tenu rigueur à l'issue de son quinquennat. Effectivement, aujourd'hui, il est encore actif. Il pourrait effectivement apporter encore beaucoup à la France. Les Français se retrouvent en lui aussi. Et effectivement, s'il veut revenir, il le pourrait. Mais aujourd'hui, il n'a strictement jamais rien dit. J'y mettrai un bémol parce que Nicolas Sarkozy est aussi le président qui a refait passer la pilule de la Constitution européenne alors que les Français avaient majoritairement voté contre lors du référendum de 2005. Bon, bref, c'est une parenthèse, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il cristallise une certaine histoire de la République française, une histoire de la droite française, soit, mais il y a quand même un péché originel qui fait qu'aujourd'hui, il est à l'origine d'un grand schisme au sein de la droite républicaine, celui de la trahison du référendum. On a une remarque d'un auditeur qui nous dit « La France ne rejoint-elle pas ainsi les démocraties où les puissants sont des justiciables comme les autres ?» Et un confrère journaliste, j'ai noté son tweet, fait la même remarque. Laurent Bazin dit « Désastreuse classe politique qui réclame la fin du laxisme et la tolérance zéro pour le Pékin, mais attaque la justice à chaque fois que l'un des siens est condamné. Quelle société construit-on sur ce double discours et cette défiance permanente ?» Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut de la justice pour tout le monde. Oui, mais pourquoi, quand il est condamné, on dit que c'est injuste ? Ah non, j'ai pas dit que c'était injuste. Moi, ce que j'ai dit, et c'est pour ça, je l'ai bien dit d'ailleurs à votre précédent auditeur, les politiques ne sont pas exempts de rendre des comptes, notamment devant la justice. Donc, il ne s'agit pas de défendre tel ou tel politique. Il n'a pas été tellement défendu. Voilà, il y a un certain nombre de faits qui peuvent être sanctionnés, mais la justice doit fonctionner pour tout le monde selon les règles de droit. Allez, il faut s'en conformer à ça. On marque une pause et on se retrouve pour continuer à débattre avec vous sur Sud Radio. On va peut-être parler de ces 4 à 6 semaines de confinement. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On va parler quand même un petit peu du Covid. On ne l'a pas fait aujourd'hui, ça nous manquait. Moi, j'avais un coup de gueule que je fais maintenant. C'est sur le flou autour des vaccins, du stock de vaccins et sa sous-utilisation. Celui d'AstraZeneca, seulement 16% des doses livrées en France ont été utilisées, 33% en Espagne. On ne comprend pas pourquoi il y a des doses qui sont livrées et qui ne sont pas utilisées. Alors j'ai beaucoup d'auditeurs qui me tiennent au courant de leur vaccination. Je voulais juste mettre en garde les gens contre des numéros surtaxés. Les escrocs sont de sortie et un auditeur me disait, vous vous rendez compte, il faut payer pour prendre un rendez-vous, et vérification faite, ce sont des numéros surtaxés qui profitent de l'aubaine. Il y a certains médecins aussi, il y avait 29 000 médecins qui avaient dit qu'ils vaccineraient avec l'AstraZeneca, il n'y en a que 20 000 qui se sont manifestés, donc il y a aussi un problème de mobilisation des médecins. Les pharmaciens, eux, pourront vacciner, c'est ce que demande la Haute Autorité de Santé, mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, là encore une fois, ce manque de transparence. Pourquoi 16% seulement des vaccins ont été distribués? Je ne sais pas qui veut, Patricia ou... De toute façon, depuis le début depuis le début de cette crise sanitaire et de ce drame du Covid, nous sommes à la traîne. On fait partie de l'avant-dernier pays d'Europe qui a échoué. Alors le problème, c'est qu'on a échoué sur les masques au départ, ensuite on échoue sur les tests, et apparemment maintenant, on échoue sur la vaccination. Donc, je pense simplement que gouverner, et c'est anticiper. Prévoir. Et là non plus, il n'y a, et c'est prévoir, et anticiper surtout. Et là, il n'y a pas eu d'anticipation et on n'a rien prévu. Alors évidemment, on le fait au coup par coup et comme on peut. Et je pense qu'il y aura à un moment donné une vraie responsabilité du gouvernement qui sera mise en cause dans toute cette crise sanitaire. Je pense que le coup près tombera certainement à la fin de l'été, au mois de septembre. Alors, Benjamin. Oui. Comme disait la célèbre philosophe Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Sur les masques, on avait une pénurie de stock, effectivement. Sur les vaccins, on a des problèmes logistiques. Je vais juste vous donner un chiffre.
hier aux États-Unis, qui ont 5 fois plus d'habitants que nous, donc on va multiplier par 5, diviser par 5, c'est très simple, ils ont vacciné 2,5 millions de personnes hier aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'à l'échelle de notre pays, ça aurait été 500 000 personnes. Donc on a effectivement une logistique qui est plus qu'hasardeuse. Il me semblait qu'il y avait eu un plan, Madame la députée, il y a eu un plan pour se prémunir des épidémies qui date de 2011. À l'époque, Madame Bachelot et Monsieur Bertrand avaient travaillé sur ce sujet. On a l'impression qu'un plan pandémie n'existe pas dans notre pays. Absolument pas, donc Valérie, vous interrogez sur pourquoi il n'y a que 16% des vaccins qui sont distribués. C'est passé à 24. À 24, allez, champagne. On est un peu diesel. Allez, champagne. Plus sérieusement, c'est quand même assez problématique parce qu'on a une population qui est, semble-t-il, désireuse de vouloir se faire vacciner. Complètement. Donc c'est un vrai sujet. Encore une fois, quand on se trompe de stratégie, c'est une chose, mais à la limite que cette stratégie aille jusqu'au bout, c'est encore pire. Ils ne savent pas s'arrêter. Il y a deux choses dans ce que vous dites. Je partage effectivement. C'est en décembre qu'on avait un débat. On était censé avoir un débat au Parlement sur la question du calendrier, de la stratégie vaccinale. De toute manière, effectivement, je rejoins ce que disait Patricia. Il y a depuis le début une cacophonie absolue sur la gestion de la crise, couplée aussi, je voudrais le dire, à l'état d'urgence sanitaire. Parce qu'on est toujours en phase d'état d'urgence sanitaire. Le gouvernement a demandé à plusieurs reprises les pleins pouvoirs pour gérer cette crise, sans avoir de regard par le Parlement pour la gestion de cette crise. Donc ça, il faut quand même bien le faire comprendre et bien le redire à nos auditeurs, parce qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement seul qui dirige et qui mène cette crise. Et nous, ce qu'on a demandé notamment aux Républicains lors de la discussion de ce texte, c'est que nous soyons associés à ces prises de décision. Et on voit qu'effectivement, aujourd'hui, nous n'avons aucune transparence, il y a une opacité absolue sur la gestion de la crise. Les masques, on ne tire pas les enseignements de la cacophonie autour des masques. Les tests PCR, les vaccins. Et je rajouterais aussi, au-delà de votre coup de gueule, Valérie, les diagnostics salivaires pour les enfants après les rentrées scolaires, à la rentrée scolaire. Moi, la rentrée scolaire aura lieu la semaine prochaine. Les parents, aujourd'hui, entendent dans les médias qu'on va tester tous les enfants à l'école. Les enseignants se sont un peu interrogés, puisque, semble-t-il, eux-mêmes devaient faire les tests salivaires. Jean-Michel Blanquer est revenu hier en disant que non, ce serait le personnel médical des établissements, mais on ne sait absolument rien. Donc, les enfants, certains sont rentrés, 2 zones déjà sont rentrées, la 3e la semaine prochaine, la mienne. Je n'ai aucune information en tant que parlementaire, savoir comment ça va se passer dans nos écoles, et les parents, les Français, veulent le savoir. Par rapport à ce que vient de dire Madame la députée, je rappellerai juste une chose, c'est qu'en Italie, ils ont les tests salivaires depuis longtemps. Donc on va même plus se poser la question. Mais nous, on demandait un dépistage massif depuis très longtemps, tout à fait. Un petit exemple d'un auditeur qui me dit, pour information, donc mon médecin ne veut pas vacciner parce qu'il dit que c'est trop compliqué à mettre en place. Il m'a aiguillé vers un centre de vaccination AstraZeneca où effectivement il y a des rendez-vous disponibles dès aujourd'hui. Mais le problème, c'est que Doctolib n'a pas mis à jour son logiciel, donc refuse encore les plus de 65 ans. Voilà. Bienvenue en France, absolument. Arnaud Benedetti, un mot là-dessus, et puis on va parler de cette sortie hier du président de la République. J'ai envie de dire, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On se retrouve dans une situation qui est quasiment identique à celle du mois de mars de l'année dernière. Il y a un an. Moi, je suis assez surpris, en effet, que si vous voulez... En fait, il y a un double problème. Le problème logistique, on le traîne depuis le début de cette crise. Il n'a pas été résolu. Il y a 2 sujets qui permettraient quand même fondamentalement de desserrer les taux. C'est d'abord d'avoir des lits dans les hôpitaux pour quand même pouvoir accueillir les malades. Et là, manifestement, on n'a mis aucune procédure d'urgence à part... la loi d'urgence sanitaire qui limite nos libertés, en l'occurrence, et qui limite la liberté de commerce, notamment d'un certain nombre de professionnels. Il n'y a aucune mesure d'urgence qui a été prise pour essayer de remédier à cette difficulté. Ça fait quand même 1 an qu'on est en crise maintenant. Le deuxième sujet, c'est la question de la vaccination. Le problème, c'est qu'en fait, on a la triple peine aujourd'hui. On a la crise sanitaire, on a la crise des libertés publiques et on a la crise économique. Moi, je vois bien la stratégie d'Emmanuel Macron. La stratégie d'Emmanuel Macron, c'est un entre-deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a pris un risque, et ça, il faut lui reconnaître au moins ce courage-là, c'est de ne pas reconfiner totalement, comme lui demandait le Conseil scientifique et un certain nombre de médecins. Donc, il est sur une ligne de crête où il s'agit de piloter au plus près, c'est ce qu'il essaye de faire, plus ou moins bien, des territoires, l'épidémie, et en même temps de laisser quand même malgré tout la société continuer à fonctionner à minima pour des raisons économiques. Le problème, c'est qu'il est prisonnier aujourd'hui de son engagement et prisonnier de sa parole. Si dans quelques jours, voire
une semaine ou deux, on est obligé de reconfiner la moitié du territoire, c'est-à-dire notamment les départements et les régions où la pression épidémique aujourd'hui est particulièrement forte, ça fera quand même 25 millions, voire 30 millions de Français qui seront à nouveau reconfinés. Et donc là, il se retrouvera dans une situation qui, sur le plan politique, à mon avis, sera fortement compliquée. Le problème aujourd'hui d'Emmanuel Macron, au-delà de la sortie de l'épidémie, pour lui, il a un problème politique. C'est qu'il sait très bien qu'il joue son mandat sur sa capacité à sortir le plus rapidement possible le pays de cette pandémie. Et je dois dire qu'il n'en prend pas forcément le chemin, au vu en tout cas de l'évolution de la situation. C'est pas une question politique, hein, c'est une question sanitaire. Et fort heureusement que le président de la République n'a pas reconfiné la population. Mais certes, on peut dire que c'était une mesure courageuse, mais au-delà de ça, il a pris cette décision. Mais il faut que derrière, on ait les moyens de lutter contre la crise sanitaire. C'est ça. Le président de la République a peut-être tranché, mais il n'y aurait pas eu ce fameux courage dont vous parlez si derrière, on avait mis tout à notre disposition pour lutter contre ce virus. Et aujourd'hui, on dit que le président de la République est grand et fort, mais parce qu'on n'a pas les moyens de lutter contre la crise. Mais à la décharge du président de la République, c'est compliqué un peu partout aussi. Alors on est particulièrement... C'est compliqué, mais on peut... En queue de peloton, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, mais je ne peux pas entendre qu'en tant que parlementaire, on n'ait pas d'informations. C'est un pays qui... est censé être la 5e puissance ou 6e puissance du monde. Considérer que nous avions l'un des meilleurs systèmes sanitaires au monde et que l'on se retrouve aujourd'hui en queue de peloton. C'est-à-dire que l'argument qui est utilisé en termes de communication politique par l'exécutif depuis le début de cette crise, c'est-à-dire de se comparer pour se consoler, à mon avis, est un argument qui ne tient pas la route au résultat finalement, au vu et au regard des résultats des autres pays. Parce qu'on le voit bien aujourd'hui, sur la vaccination, on est extrêmement en retard. Et donc, je ne vois pas d'ailleurs comment on va rattraper ce retard. Et le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'en plus, il a indexé une partie de sa réussite sur le fait que 80% des Français seront vaccinés à l'été. Mais on attend de voir. Et puis, donc, les 4 à 6 semaines, je voudrais bien qu'on en dise quelques mots, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Patricia Balme, en termes de communication politique, je vois Guy qui nous dit que c'est insupportable que ce genre d'informations sorte au détour d'une visite de terrain en réponse à un étudiant, alors que les Français attendent un horizon depuis des mois. Alors, je dirais simplement pour nos restaurateurs. Oui, Patricia. Pour résumer la communication politique de ce gouvernement, il y a plusieurs axes et qui sont parfois tout à fait contradictoires. En général, Jean Castex fait les annonces qui sont les mauvaises annonces qui vont fâcher les Français. En général, Emmanuel Macron garde les bonnes annonces pour les Français. Et puis, il y a cette espèce de communication improvisée sur le terrain où tout d'un coup, le président lâche quelque chose sans aller plus loin. Parce qu'en fait, il a lâché une petite information qu'il n'a pas développée. Et donc, ça met les Français dans une interrogation où ils ne comprennent plus ce qui se passe. Parce que lorsque l'on sort une information, et qui est quand même une annonce importante, bien sûr, 4 à 6 semaines, ce n'est pas rien pour les Français. Et on a une députée dans l'émission, j'aurais aimé savoir quelles sont les remontées du terrain en Maine-et-Loire sur le sujet. Et donc, il fait une annonce et tout d'un coup, plus rien. Et là, les Français se disent, mais à quoi ils jouent ? Donc, une communication politique, ça se construit, ça se décide. Ça se décide avec des conseillers en cabinet ministériel et en particulier, là, en l'occurrence, à l'Élysée. Et là, on a l'impression d'une sorte d'improvisation et donc d'une communication non maîtrisée. Oui, vous avez raison, c'est exactement le sentiment qui ressort du terrain. C'est cette impréparation, cette non-gestion de la crise et finalement cette courte vue en permanence qui est donnée par l'exécutif. Et effectivement, dans le Maine-et-Loire, mais je crois, pour discuter aussi avec mes collègues députés, oui, les Français en ont assez. Et moi, depuis le début, ce que je souhaite, alors, il semblerait que ça reprenne un peu comme ça a eu lieu au second confinement, qu'il y ait à nouveau ce couple élus locaux et préfets qui s'accordent à prendre des mesures.
on va peut-être pas parler de la polémique autour des annonces et des propositions de la maire de Paris, mais moi, ce que je voulais depuis le début, c'est que, surtout dans mon département, alors c'est mon département, un département rural, peut-être certes, en tout cas sur ma circonscription, mais que les élus locaux puissent faire part de leurs propositions pour adapter au mieux les mesures sanitaires. Quand il a été question du confinement, des autorisations de sortie, on avait cette fameuse règle des 1 km. Moi, j'ai énormément de forêts. Les habitants pouvaient même pas aller se promener en forêt. Alors qu'on dise qu'on doit limiter les déplacements à Paris à 1 km, ça peut peut-être s'entendre. Mais voilà, dans des territoires ruraux, c'est quand même relativement compréhensible. Il faut qu'effectivement le confinement soit une mesure totalement proscrite pour l'avenir, et puis qu'on revoie aussi le couvre-feu. Il faut qu'on adapte la manière de faire les choses. 4 à 6 semaines, et un auditeur, Michael, me signale que Véran hier, Monsieur Véran, a dit on croise les doigts. Alors il y en a un qui fait un pari et l'autre qui croise les doigts. C'est vrai qu'on est mal barré. Un mot, Benjamin Cauty. Rapido, moi je trouve qu'en termes de communication politique, d'habitude c'est la petite phrase du journal du dimanche. Bon là finalement c'était la petite phrase du lundi matin en marge d'une sortie d'Emmanuel Macron. Je m'attends, on peut parier, Valérie, qu'il y aura un sondage d'ici ce soir sur n'importe quelle chaîne info qui va nous dire X% des Français sont d'accord pour un confinement le week-end. Conseil de défense le mercredi et jeudi la grande messe de Castex. Vous verrez, c'est bien huilé. Donc moi je trouve qu'en termes de com, même si ça peut paraître hasardeux, je pense que c'est plutôt bien ficelé. On verra. Pardon Arnaud, vous n'avez pas pu vous exprimer sur le sujet, mais vous reviendrez bien évidemment et on aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.